Voilà, c'est bon. Allô Adrien. Alors, je suis Bonsoir. avec Adrien Abozit, auteur de Néant 84. C'est bien ça, Adrien? Tout à fait. Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais, tes études, etc. Alors, moi, mon parcours est très simple parce que bon, je suis encore jeune, hein. Donc, j'ai 29 ans où je vous parle. Actuellement, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai fait des études de droit très classiques, hein, pour devenir avocat à la Sorbonne, hein, un parcours très banal, hein, universitairement parlant. Et donc j'ai fait parler de moi depuis maintenant quelques temps, depuis un an et demi à peu près, parce que effectivement j'ai sorti ce livre, né en 1984, qui D'accord. est en abécédaire. Mhm. Et que dire d'autre sur ma présentation? Bon bah ça c'est mon CV entre guillemets quoi, hein. D'accord. Après, je pense qu'on va avoir l'occasion d'approfondir. D'accord, très bien. Eh ben justement, tu parles de Néant 84, c'est comme ça, c'est le titre de ton livre, c'est ça, qui est Alors un voilà, abécédaire. il faut rendre à César ce qui est à César. C'est mon éditeur qui a trouvé le nom du bouquin. Ah, d'accord. Moi, mes Euh, noms, les titres que j'avais initialement étaient, il faut le confesser, assez faibles. ah, très bien, ok. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce livre? Pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors pourquoi je l'ai fait? Bonne question. C'est pas réfléchi à la base, hein. C'est vraiment pas réfléchi. Ce livre, c'est je sais pas comment expliquer, c'est comme une émanation naturelle de mes lectures. Mhm. C'est-à-dire que c'est la poursuite naturelle de mes lectures et je me suis pas posé plus de questions que ça lorsque je le suis fait. C'était pas vraiment réfléchi en somme. En réalité, si je faisais la genèse Oui. jusqu'au bout de livre, il faut remonter plusieurs années en arrière parce que à partir des années 2005-2006, même si j'étais encore branché à la matrice, Oui. j'ai j'ai commencé à remarquer que l'opinion que j'avais sur tel ou tel sujet était à chaque fois différent de ce qui se disait dans les médias. Et j'ai remarqué petit à petit qu'il y avait finalement une cohérence globale, bah, d'une part dans le système, mais qu'il y avait aussi une cohérence globale dans mes opinions à moi. Mhm. Donc, cet abécédaire, c'est ma cohérence globale à moi. Et c'est mon débranchage de la matrice, si vous voulez. Très bien. Alors, je t'interromps tout de suite. Comme ça, Oui. on va un peu expliquer aux auditeurs. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comme ça, de manière très simple, ce que veut dire matrice? Ah bon, je me doute que c'est par rapport au film, mais je veux dire, comment ça se C'est passe? c'est un, Quand c'est un, quelqu'un est dans la matrice et un autre en sort, ou comment se alors, faire pour c'est un s'émanciper de clin tout ça? d'œil C'est au quoi? film, Hmm. mais ça s'arrête là, si vous voulez. Hmm. Qu'est-ce que c'est la matrice? Ça vient d'un concept qui n'a pas été inventé par moi, qui s'appelle la suspension consentie de l'incrédulité. La suspension consentie de l'incrédulité, c'est l'état dans lequel vous et moi nous nous trouvons lorsque nous sommes face à une fiction. C'est-à-dire que, par exemple, si je lis, par exemple, L'homme invisible, Oui. eh bien, pendant que je lis L'homme invisible, je crois en l'existence de l'homme invisible. En revanche, quand je ferme le livre, je n'y crois plus. Parce que donc, pendant la fiction, je suis en état de suspension consentie de l'incrédulité. C'est un consentement momentané, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et c'est par exemple ce système-là qui est utilisé pour le catch. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on regarde le catch, on sait que c'est bidon. On sait que les catcheurs ne se mettent pas vraiment les coups et compagnie. Oui. Mais quand on le regarde, entre guillemets, on joue le jeu. Et on fait comme si. Et on peut aller plus loin. Le Tour de France. Quand on regarde le Tour de France, on sait aujourd'hui que quasiment tous les cyclistes qui font cette course sont dopés. Mais en revanche, quand on les regarde gravir, par exemple, des cols, eh ben, on reste admiratif et on joue le jeu et on fait semblant de croire qu'ils ne sont pas dopés. Alors, la matrice, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que nos médias, en tout cas en France, je ne sais pas comment ça se passe en Algérie, en France, nos médias sont mis en scène. Il y a ce qu'on appelle le storytelling. Et donc, les médias s'articulent autour de fiction. Ce qui fait que l'individu se retrouve, lorsqu'il est face aux médias, dans un rapport de suspension consentie de l'incrédulité. Et cette suspension consentie de l'incrédulité, exactement comme dans le cadre d'une fiction, va faire croire à l'individu
à l'existence d'une réalité imaginaire. Et donc la matrice, c'est cette réalité imaginaire qui résulte de la suspension consentie de l'incrédulité que font naître nos médias storytellisés, entre guillemets, si vous voulez. Je ne sais pas si je suis clair. D'accord. Donc, suspension consentie de la crédulité, c'est un concept qui a été inventé par qui? Où est-ce que vous avez pu dénicher ça? Je sais pas le nom de l'individu. Je crois que c'est un anglais qui l'a. C'est Suspension of Disbelief. Enfin, oubliez mon anglais, pardonnez-moi. Mais D'accord. c'est un anglois. Bah, c'est l'ennemi héréditaire, hein, donc je lui rends pas trop hommage. Oui. Euh, Ouais. bah oui, oui, faut pas l'oublier ça quand même, hein, les classiques. Hein. Hmm. Euh, et c'est un anglais qui l'a trouvé. Je ne saurais vous dire son nom, pardonnez-moi. En tout cas, c'est un concept fondamental qui permet de comprendre bien des choses. Et notamment, c'est de ce concept-là, ou plutôt c'est à partir de ce trait psychologique de la personne humaine que se crée un monde imaginaire, ou plutôt que, je le crois, notre oligarchie cherche à nous faire croire à un monde imaginaire. Et récemment en France, on en a eu un très bel exemple. Oui. Il y a beaucoup de stars du show business, d'hommes politiques, de militants associatifs, etc., qui sont montés au créneau médiatiquement pour se plaindre de la France raciste. Alors que le racisme existe en France, c'est une ultra-évidence. Le racisme est une passion humaine, à l'instar de l'égoïsme, de l'hypocrisie, de la tartufferie, etc. Hmm. Elle est dans le cœur de chacun, hélas. Donc que du racisme existe en France, c'est tout à fait vrai. En revanche, je pense que la France est de très loin un des pays les moins racistes au monde, et traiter la France de raciste, pour moi, c'est une blague. C'est une blague, quoi. Bon. Hmm. Mais là où je veux en venir, c'est que le système veut nous faire croire, pour des raisons conjoncturelles très précises, que la France est raciste. On nous fait croire une réalité imaginaire dans laquelle la France serait un pays raciste. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc ça, c'est utilisé. Les médias exploitent cette suspension consentie de incrédulité pour manipuler les masses. C'est bien ça. Ah, Donc très c'est une clairement, parce que propagande d'État. et de marché. Et de marché, parce que les médias ne sont pas tenus que par l'État. En fait, si vous voulez, le clivage État-marché, c'est un clivage du XXe siècle. Le clivage du 21e, c'est peuple-oligarchie. Donc, c'est une manipulation oligarchique, puisque le marché comme l'État sont tenus par l'oligarchie, pour faire croire au peuple à l'existence d'un monde imaginaire. Par exemple, d'un monde dans lequel la France ne pourrait pas survivre sans l'Union européenne. Un monde dans lequel la mondialisation serait forcément extraordinaire. Un monde dans lequel la France aurait forcément besoin de l'immigration, etc., etc., etc. On nous fait croire à l'existence d'un monde imaginaire pour pouvoir nous imposer des décisions politiques qui résultent des besoins de ce monde imaginaire. Ah, très bien. Oui. Est-ce que vous pensez que cette conjoncture historique est inédite? Cette décadence, cette manipulation, cette propagande, est-ce qu'elle est inédite dans l'histoire? Ou bien Alors est-ce que ça a toujours existé? ça c'est une très très bonne question que vous me posez là. En fait, c'est on peut faire un parallèle éventuellement dans le monde enfin en Occident en tout cas, on peut éventuellement en faire un avec un certain cléricalisme bigot, si vous voulez. D'accord. Ou à l'époque, si vous voulez, certains hommes d'église tartuffes ont pu jouer le rôle que joue concrètement la télévision aujourd'hui. Et je pense pas que c'est quand même comparable parce que les moyens de communication aujourd'hui ont pris une importance absolument colossale. Oui. Et si vous voulez, je crois quand même qu'on peut dire qu'effectivement c'est une décadence assez inédite. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est par rapport aux médias de masse et en particulier la télévision. Ça, on va dire que c'est la soumission de l'homme à l'image et non pas à l'écrit. Parce que je crois que pour lire un livre, par exemple concernant les journaux, les gens ne sont pas si enthousiastes et ne sont pas si actifs. Alors Tout que à pour fait. l'image, ils sont facilement soumis à cette Et bien, image et donc facilement. et ben voilà, monsieur, nous revenons à la suspension consentie de l'incrédulité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes face à une image, entre guillemets, vous n'êtes pas alerte, vous n'êtes pas sur vos gardes. Ouais, Quand vous allez au cinéma, ouais. vous n'êtes pas sur vos gardes. Alors que quand vous lisez, là, comme vous utilisez, si vous voulez, votre cerveau, votre raison, vous êtes davantage sur vos gardes. Et effectivement, il est beaucoup plus difficile d'être soumis par l'écrit que par l'image. Ça, c'est une ultra évidence. Et je D'accord. dirais même que quelqu'un qui a l'habitude de lire
Et quelqu'un qui a l'habitude de lire des choses sérieuses, c'est très difficile de la lui faire derrière. Sachant que, moi je peux le dire parce que ça a été mon expérience personnelle, en termes de lecture, la quantité finit par amener la qualité. C'est-à-dire que moi, depuis maintenant très longtemps, je lis beaucoup, si vous voulez, mais dans mes premières années de lecture, mes lectures étaient pas géniales, quoi. Faut le reconnaître. D'accord. Eh ben Mais justement, petit à petit, c'est la j'ai... question suivante, oui. Bah dites-moi donc, je vous Oui. écoute. Bah voilà, est-ce que tu pourrais nous parler de tes livres, des auteurs que tu as lus, des œuvres, des œuvres majeures de ta littérature à toi? Qu'est-ce que tu Alors dis? là, il y a beaucoup de choses à dire. Hmm. Déjà, ce que je dois dire, c'est qu'en tant qu'occidental du Oui. 21e siècle, Mhm. malheureusement, la lecture pour moi n'a pas du tout été un réflexe. J'ai longtemps été réfractaire à la lecture. J'étais pour reprendre l'expression hélas connue, j'étais un enfant de la télé pendant des années. Et j'ai vraiment, pendant très longtemps, été réfractaire à la lecture. Je n'arrivais pas à m'y mettre. Et je vais être très clair, c'est que le système, à l'instar de la jeunesse française et occidentale, Mhm. m'avait entre guillemets violé, c'est-à-dire qu'il avait détruit en moi ma capacité de patience et de concentration. C'est-à-dire que pour savoir lire et pour pouvoir lire un livre, il faut avoir une certaine capacité de patience et de concentration. Or, aujourd'hui, à cause de la télévision, cette capacité de patience et de concentration est détruite chez les individus. Ce qui fait que, par exemple, ils ne sont plus capables de lire des livres. Par exemple, si vous prenez les frères Karamazov de Dostoïevski, ça ne peut plus être lu par le français moyen. Il ne peut pas le lire. Il n'a pas la capacité de patience. C'est une écriture très lente où l'action se passe extrêmement lentement. C'est très long. Et bien ça, ce n'est plus lisible par 99,99% de la population française, de fait. Donc moi, à la base, si vous voulez, je suis un enfant de la télé. Heureusement, le bon Dieu m'a filé quelques petits coups de pouce. Oui. Déjà, il y a le fait que depuis que je suis tout petit, je suis amoureux d'histoire. Donc, grâce à l'histoire, petit à petit, je me suis mis à lire, si vous voulez. Euh, alors, je lisais des atlas historiques, donc c'était pas des lectures très denses parce qu'il y avait beaucoup de cartes, etc. J'étais fasciné par l'évolution des frontières à travers les siècles quand j'étais jeune. Donc, à travers l'histoire, malgré tout, j'ai commencé à relire. Ensuite, il y a une deuxième chose qui m'a sauvé, ça fera sourire peut-être certains, c'est la littérature policière française. Quand j'étais jeune, je- j'ai développé très très vite un goût très prononcé pour la littérature policière française, donc les Arsène Lupin, les Rouletabille, les Fantomas, etc. Mhm. Euh, et grâce à ça, ça m'a permis de mettre le nez dans la littérature. Donc, les deux premiers piliers qui m'ont mis à la lecture, par le plaisir, parce que j'y ai pris plaisir, c'est Oui. l'histoire et la littérature. Mais Oui. il faut dire qu'il y a aussi une part de violence, un petit peu, parce que pour un occidental moyen, ce n'est plus naturel de lire, si vous voulez. On a l'habitude de rentrer chez soi, de s'asseoir sur son canapé, d'allumer la télé, de se laisser aller. Mais on n'a plus le réflexe de se reprendre en main et de se donner un petit peu de mal et d'ouvrir un bouquin. Ah, d'accord, d'accord. Mais il y a eu certainement parce que tu le dis, tu es un enfant de la télé, mais il y a eu certainement un événement déclencheur, quelque chose qui s'est passé pour que tu te bouges et que tu prennes un livre. C'était très progressif. C'était très progressif. Concrètement, très concrètement, entre mes 13 ans Oui. et mes 18-19 ans, je n'ai lu que des atlas d'histoire et des dictionnaires historiques. Et j'ai un ouvrage qui m'a longtemps encore aujourd'hui et qui est précieux, c'est le Petit Mour. Le Petit Mour, c'est un dictionnaire historique. Donc on a tous les rois, toutes les guerres, l'histoire de tous les pays, de tous les grands événements, tous les grands partis politiques, etc., etc., etc. Donc ça, pendant 5-6 ans, je n'ai fait que lire le Petit Mour et à côté de ça, d'autres atlas historiques. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la politique, ce n'est que la continuité de l'histoire. Oui. Donc, quand on se nourrit d'histoire, on arrive
fatalement à la politique. Et via la politisation, j'ai commencé à sortir de l'histoire et donc à lire de l'économie, de l'histoire, etc. Il y a eu un événement important, c'était l'année 2004, donc j'avais 19-20 ans, puisque ça a été les premiers débats sur la Constitution européenne. Donc avant ça, j'étais pas spécialement politisé. Mais la Constitution européenne, les débats sur la Constitution européenne m'ont poussé à élargir mes domaines d'intérêt. Et je suis notamment arrivé à la question de l'économie qui m'a passionné. Et entre 2004 et 2007, j'ai enchaîné les ouvrages d'économie, sachant que moi je donne sa chance à tout le monde. Donc j'ai lu des bouquins marxistes, comme j'ai lu des bouquins de néolibéraux comme Friedrich von Hayek. Donc c'était assez large. Puisqu'on parle de livres, j'aurais aussi voulu avoir ton avis sur René Guénon et Evola. Tu as été Alors lors de ça sa c'est dernière intéressant conférence? parce que Oui, vas-y. oui, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus de ce que je pense de Guénon et voilà. Et je reçois beaucoup de messages sur Internet. Oui, Alors, oui. ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis chrétien. Voilà. On n'est pas obligé d'être chrétien. Bon, moi, personnellement, je le suis. Et dans les psaumes, psaume 96, verset 5, il est dit « Les dieux des païens sont des démons ». Donc, en somme, ça veut dire qu'il y a une vérité révélée chrétienne et que on s'y tient. En somme. Bon. Or, ce cher René Guénon était un prosateur absolument extraordinaire. Il avait une prose hallucinante, une prose ensorceleuse, j'ai envie de dire. Et par la force de cette prose, il emmène le lecteur là où il veut, il le balade en somme. Le problème, c'est que, spirituellement parlant, René Guénon, c'est la gnose. La gnose, c'est un courant mystique qui prétend concilier toutes les grandes religions, donc islam, christianisme, hindouisme, etc., Mhm. qui prétend concilier toutes les religions par l'ésotérisme. En somme, le secret des religions, de toutes ces religions, voilà, est révélé par un ésotérisme. Guénon, c'est ça. Guénon relève de la gnose. Petite anecdote personnelle, si vous me le permettez. Oui, oui. Un jour, quelqu'un m'a fait rencontrer du prieuré des Gaules, ou je sais plus quoi, je sais plus le nom de sa loge. Et le mec m'a dit, vous savez, vous avez lu Guénon, et on avait beaucoup parlé de Guénon ce soir-là. Je dis, oui, oui, j'ai lu un bon paquet de ses bouquins. Mais vous savez, Guénon, vous l'avez pas compris. Je dis, écoutez, j'ai quand même un cerveau, je suis pas tout à fait stupide, je pense avoir compris certains trucs. Vous ne l'avez pas compris, monsieur. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que quand on n'est pas initié, on ne peut pas tout comprendre à René Guénon. Voilà. Mhm. Bon. Donc, si vous voulez, c'est une écriture. Je pense que mon contradicteur a dit juste. Mhm. Donc, Guénon, c'est la gnose, et quand on n'est pas initié, on ne mesure pas tout. Le problème, c'est que si vous voulez, j'ai pas besoin de dire aux gens, attention, BHL, c'est pas bien. Parce que les gens, globalement, l'ont compris, si vous voulez. Et puis Oui. BHL, c'est tellement minable ce qu'il produit que de toute manière, il s'auto-disqualifie tout seul, quoi. Alors que Guénon, il faut le reconnaître, est un prosateur absolument fabuleux. Il dit beaucoup de choses justes. Il y a des analyses de René Guénon que je peux reprendre tout à fait. Mais le problème, c'est qu'en tant que chrétien, je dis bien en tant que chrétien, mais on n'est pas obligé de l'être, attention. Mhm. En tant que chrétien, il l'emmène dans le mur parce qu'il n'emmène pas à la croix. Cette analyse est parfaitement subjective. C'est ma subjectivité de chrétien qui me fait dire ça. Donc en tant que chrétien, je ne peux pas adhérer, si vous voulez, à la finalité de René Guénon. Parce que Guénon, si vous voulez, sa finalité, c'est ce qu'il appelle, si je me souviens bien, l'unité transcendantale. Mhm. Et moi, en fait, en somme, il est quasiment à dire islam, hindouisme, christianisme, c'est pareil, c'est le même Dieu et compagnie. Non, faut arrêter de dire les conneries. Si c'était la même chose, ça serait une seule religion depuis très longtemps. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'on va tomber dans le choc des civilisations, attention, hein. Mhm. Je distingue bien, mais voilà, moi je préfère un musulman qui me dit, écoute, Adrien, en tant que musulman, je pense que tu te trompes. Je préfère un musulman qui me dise ça qu'un musulman qui me dise, Adrien, on a le même Dieu, toi et moi. Non, écoute, c'est pas vrai. On a des religions différentes. C'est pas grave, c'est pas dramatique.
Donc voilà, donc Guénon, c'est la gnose, et c'est ensorcelant. Donc, je me méfie beaucoup de René Guénon, et je pense que Guénon fait beaucoup de mal, parce que beaucoup de gens croient de bonne foi renouer avec la tradition, si vous voulez, alors qu'en fait, ils se fourvoient dans la gnose. Voilà. D'accord, d'accord. J'espère Mais que j'ai été clair. oui, 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 très clair. Mais pour parler de René Guénon, je crois que l'œuvre est tellement vaste que pour arriver à la conclusion qu'il est en train de propager la gnose, ça relève de. Il faut beaucoup le lire pour comprendre ça. Parce qu'au départ, on Bah, comprend qu'il veut renouer avec la tradition, mais on ne comprend pas. non, La gnose n'apparaît pas évidente. je vais vous dire, Hmm. elle n'apparaît pas évidente quand on ne sait pas préalablement ce qu'est la gnose. Euh, Relisez les bouquins de Guénon. Par exemple, comment s'appelle-t-il? Autorité spirituelle et pouvoir temporel, si je dis pas de bêtises. Avec en arrière-fond dans votre tête, dans votre esprit, pardon, l'idée de ce qu'est la gnose. Et vous allez voir que en fait, ça apparaît quand même. Par exemple, pourquoi René Guénon? Bon, Guénon est passé par toutes les religions, hein. Il a été catholique, il a été franc-maçon, il a terminé soufi, etc. Oui, oui. Il a été proche de l'hindouisme, etc. Euh, Concrètement, dans ses œuvres, très souvent, il fait référence, par exemple, au caste hindou. Vous voyez, au Brahme, de mémoire, parce que ça fait 2 ans que j'ai plus lu Guénon. Ouais. Mais donc là, je cite vraiment de mémoire. Oui, il fait Mais référence au caste, oui. il fait très souvent référence au caste, aux trucs comme ça, mais aussi il fait référence au christianisme, à tel truc. Enfin, il cite des passages des fois des évangiles. Il fait référence à l'islam aussi. Hmm. Euh, Bon, voilà. Moi, je pense que chacun sa barque en somme. Voilà. Un penseur hindou, je pense, ne prend pas des références dans le christianisme, ou alors il peut y faire allusion si vous voulez, mais il ne s'en sert pas comme fondement doctrinal, parce que c'est pas son logiciel tout simplement. D'accord, très bien. Donc Et, vous ne croyez et pas Guénon, si vous voulez, qu'il utilise de existe? Oui, tout pour oui. faire son logiciel. D'accord. Et vous pensez pas qu'il existe des personnes comme Guénon qui arrivent à s'émanciper de du contexte religieux, du contexte social, économique qui les astreint un petit espace-temps et qu'ils puissent adhérer à autre chose qu'à ce qui les a naturellement formés? Ah si, on peut sortir de son milieu. Bien Oui. sûr que si. On peut. Vous savez d'ailleurs, Nietzsche disait que un homme libre, c'est un homme qui pense différemment de ce que son milieu laisse supposer. Donc si on peut s'affranchir de son milieu d'origine de base, seulement le logiciel pour lequel Guénon a opté in fine, Oui. personnellement, moi, je ne peux pas y adhérer à 100%. Je peux y adhérer peut-être à 30-40%, parce qu'il y a des analyses très très justes dans René Guénon, hein. Ça, je ne le nie pas. Oui. Mais à 100%, en tant que chrétien, je ne peux pas. Parce qu'il y a des choses qui vont à l'encontre de la vérité révélée chrétienne, tout simplement. Très bien, c'est clair. Donc je passe Euh, un petit peu pour un moine soldat, là. J'espère que je vais être personne. mais Mais oui, bon. oui. D'accord. Alors, on passe tout de suite à Jean-Jacques Rousseau. Vous avez dit qu'il écrivait dans votre dernière conférence, qu'il écrivait euh, parfois des choses absurdes, et vous avez donné l'exemple de la viande. Euh, Ouais, ouais, ça c'est ridicule, ça, ouais, tout à fait. Ouais. oui, très ridicule. Alors, j'ai lu les trois discours de Jean-Jacques Rousseau, le discours sur les sciences et les arts, le contrat social et puis l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Ouais. C'est finement bien fait, c'est fin, je veux dire, et puis ça nous permet de penser. Ça nous laisse On est libre de faire ce qu'on veut quand on lit Rousseau. C'est pas un auteur qui nous confine Qui laisse dans un. indifférent. Bah voilà. Non, mais il nous confine pas dans une idéologie bien précise. Il nous laisse penser par nous-mêmes. Je crois que Ah, je suis pas tout à fait c'est d'accord très avec vous sur ce difficile à point. faire ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Alors déjà sur Rousseau, pour tout vous dire, moi j'ai commencé à lire Rousseau quand j'avais 20 ans. Et je me souviens même parfaitement de quand j'ai commencé à lire parce que c'était en vacances d'été. Mhm. J'ai un souvenir très précis et justement moi j'ai commencé par lire Rousseau comme vous à partir du discours sur les arts et les sciences, le discours sur l'inégalité parmi les hommes. Ouais voilà, c'était ces deux-là que j'ai lu en premier. D'accord. Il y a beaucoup de choses à dire sur Rousseau. C'est exactement comme Guénon, c'est le même problème. C'est-à-dire que c'est un prosateur
exceptionnel, faut pas le nier, c'est que c'est un écrivain extraordinaire. Il a des qualités d'écrivain absolument indéniables, Rousseau. D'ailleurs, la Nouvelle Héloïse, c'est extrêmement bien écrit. Hein. Faut être malhonnête pour dire le contraire. D'accord. D'ailleurs, c'est son meilleur livre, je pense, la Nouvelle Héloïse. En tout cas, les âmes romantiques trouveront que c'est son meilleur livre. Mais prenez les arts et les sciences, par exemple. D'accord. Les arts et les sciences. Non, on va prendre plutôt le discours sur les inégalités. Ah bah très bien, je m'en souviens un peu. Oui. De mémoire. Mm. De mémoire, il y a deux parties dans ce discours. Il y a deux parties. D'accord. Dans la première partie, si je dis pas de bêtises parce que ça fait quelque temps que je les ai pas lus, mais dans la première partie, il fait la genèse de l'état de nature de l'homme. Il explique comment l'homme, dans l'état de nature, progressivement, s'est socialisé, si je me souviens bien. D'accord. Il a le droit de le penser, que ça s'est pensé comme ça. Il a tout à fait le droit de le penser, sauf que, un, c'est contraire à l'histoire, et deux, c'est même contraire au texte évangélique. Donc, là, c'est pareil, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas adhérer à tout à 100%. Après, dans Rousseau, il y a des choses intéressantes. Il y a des réflexions par-ci, par-là qui sont justes. Maintenant, le problème de Rousseau, c'est que c'était un homme de son temps. C'était un homme des Lumières. Et en tant qu'homme des Lumières, il a fait un travail de philosophe des Lumières. C'est-à-dire qu'il a fait un travail d'éradication du passé. Dans les Mille, il éradique le modèle familial classique. Dans le discours sur les arts et les sciences, il diabolise les arts et les sciences, puisqu'il dit que les arts et les sciences, en somme, font en quelque sorte dégénérer les individus, puisqu'il nous dit que les peuples qui cultivent trop les arts et les sciences de mémoire sont des peuples complètement hypocrites, décadents, etc. Oui. Mm-hmm. Dans le contrat social, Rousseau, et là, en tant que Français monarchiste, je ne peux pas accepter ça. C'est que, donc dans le contrat social, Rousseau donne une légitimité au pouvoir qui n'est plus la légitimité du ciel. C'est la légitimité politique dégagée par Rousseau dans le contrat social, c'est la légitimité des individus, puis de la volonté générale. Mais donc, le lien est rompu, si vous voulez, avec le ciel. Alors que en France, les institutions royales sont absolument indissociables. En fait, il y a une union céleste. On y croit ou on n'y croit pas. Bon, moi, j'y crois, personnellement. En tant que monarchiste, il y a une union céleste, si vous voulez, avec le trône. Bon. Rousseau, dans le modèle qu'il propose, s'oppose à cela. Il a le droit, c'est son droit le plus strict. Mais moi, mon droit le plus strict, c'est aussi de ne pas partager son opinion. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme bouquin de Rousseau que j'ai en tête là parce que quitte à lui refaire son portrait, autant le faire à 100%. Qu'est-ce que j'ai Alors non, alors je reconnais la Nouvelle Héloïse, c'est un très très beau roman, c'est épistolaire, enfin c'est très bien fait. Non, il y a un truc que je reconnais à Rousseau en tant qu'écrivain, c'est que c'est un précurseur du romantisme. Et Rousseau, si vous voulez, c'est celui qui a comment vous dire ça C'est celui qui a apporté dans les lettres françaises l'émotion. C'était un grand émotionnel, Rousseau, et c'est lui qui a apporté l'émotion, et cette émotion, on va le retrouver plus tard. Ça va être un des critères principaux du romantisme. Donc Rousseau, ce que je sauve en lui, c'est que c'est un des pères du romantisme. Et après, pour ce qui est de sa philosophie, c'est une philosophie complètement déracinante, et c'est une philosophie qui aboutit à éradiquer le passé. En tant que Français enraciné, je m'oppose à cette philosophie. D'accord, d'accord. Mais je crois que le plus déracinant, si je puis utiliser cette expression, c'est bien Voltaire. Par rapport à Rousseau, vous dites qu'il fait partie des Lumières. Je crois même qu'il a travaillé quelque temps avec Diderot et Voltaire, puis il est sorti des Lumières et il s'est exilé en Suisse, etc. Enfin, toute une histoire. Mais il était détesté par les Lumières et tout ce qu'il écrivait, plutôt, il essayait de renouer avec le ciel, à l'inverse de Voltaire. Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes comment vous dire, c'est pas parce que vous êtes l'ennemi d'un groupe que vous êtes forcément à l'opposé de ce groupe. Je m'explique. Staline et Trotsky étaient opposés. Et ils étaient opposés à mort, puisque c'était un duel à mort qu'il y a eu entre eux. Pour autant, ils étaient tous les deux communistes.
Donc, certes, Rousseau avait noué des haines viscérales chez les encyclopédistes, et les encyclopédistes très souvent se foutaient de sa gueule d'ailleurs, Mhm. à raison d'ailleurs très souvent, parce que Rousseau avait quand même des côtés assez ridicules au moment, mais pour autant, il relevait du même logiciel. Ce logiciel d'éradication du passé, et surtout, on substitue à la vérité révélée, on substitue la raison, si vous voulez. C'est-à-dire que la raison devient le seul et unique fondement de la connaissance. Et d'ailleurs, ça a été le but de l'encyclopédie, c'est que Diderot a voulu réécrire le savoir humain, mais sur une base nouvelle. Donc voilà les Lumières. Moi, je suis un opposant aux Lumières. Les Lumières ont flingué la France, de fait. Euh, tous les mots que la France, enfin tous les grands mots que la France souffre aujourd'hui, viennent directement ou indirectement des Lumières. Tous. Et les Lumières, d'ailleurs, les Lumières, elles ne tombent pas du ciel. Hein. Les Lumières ont leur racine en réalité dans l'humanisme. L'humanisme est une philosophie qui fait beaucoup de mal à l'humanité. Hein. Quand on entend le mot humaniste, on le confond souvent, si vous voulez, avec le mot de philanthrope, Oui. d'amour pour son prochain. Non, c'est pas ça l'humanisme. L'humanisme, c'est une philosophie qui place l'homme au centre de tout. On n'est pas obligé d'être chrétien. Je pense que c'est pareil pour les musulmans, ceci dit. Quand on est chrétien ou quand on est musulman, c'est Dieu qui est au centre de tout. Et l'humanisme a opéré, si vous voulez, un basculement, puisque autrefois c'était Dieu qui était au centre de tout, Oui. et l'humanisme a mis l'homme au centre de tout. Et l'homme, donc, aussi dans tout ce qu'il y a de plus médiocre. Oui. Et les Lumières sont le parachèvement, en quelque sorte, si vous voulez, de l'humanisme. Voilà. Et de cet humanisme découle naturellement cet égocentrisme exacerbé et aussi le relativisme. Donc c'était tout à fait logique que tout ça apparaisse. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, les Lumières sont une idéologie, et l'humanisme aussi d'ailleurs, sont des philosophies, vous avez cité le mot égocentrisme, qui flattent l'orgueil de l'individu, puisque l'individu se retrouve au centre du monde. Et Ouais, si au jour d'aujourd'hui, ouais. beaucoup d'individus ont du mal à sortir de la philosophie des Lumières, c'est parce que concrètement, ça fait mal à leur orgueil, et c'est par orgueil qu'ils s'y attachent, parce que leur orgueil a tellement été flatté par les Lumières Voilà. Qu'il ne que du renonce coup, pas. ils Oui. n'arrivent plus à en sortir. Voilà, ils n'arrivent pas à y renoncer. Très Et bien. moi, personnellement, je viens de là. J'ai été cet être lobotomisé, mais par un travail critique sur moi-même, qui a pris des années, je m'en suis affranchi, et je peux vous dire que c'est peut-être la meilleure chose que j'ai fait de ma vie, hein, Oui, oui, et de d'accord. loin. Eh bien justement, vous avez trouvé un moyen pour vous affranchir de cet égocentrisme, cet humanisme, ou bien de la philosophie des Lumières. Je vais peut-être je vais peut-être rajouter quelque chose, c'est que moi, c'est autre chose qui m'a permis de dépasser cet égocentrisme. C'est les écrits, enfin, il y a quelques œuvres, mais je vais citer Caligula d'Albert Camus, je ne sais pas si vous l'avez lu. J'ai pas lu ce bouquin. D'accord, donc ça place l'individu au bas au bas de l'échelle dans le Ouais, monde. Et donc, ça pousse à la modestie. À travers tous les agissements de Caligula, on comprend qu'il vaut mieux user de modestie et le meilleur moyen, c'est de se soumettre à Dieu. De même que pour Andersen, avec la petite fille aux allumettes, c'est tout ce qui est écrit est écrit avec, on va dire, petitesse, entre guillemets. Et donc, ça confine à la modestie également. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc, tous ces écrits-là, nous ramène à notre condition d'impuissance et donc il faut se soumettre à Dieu seul et que l'ordre établi n'est pas une fatalité. Donc on peut tout s'en à fait. émanciper. Deux manières d'arriver à même but, c'est bien. Et justement, je voudrais vous poser la question concernant les Lumières. Lors de la dernière conférence, vous avez parlé de l'écrit de Kant. Qu'est-ce que les Lumières? Moi, j'ai une question précise. Euh, Dès le début de l'écrit, Kant nous dit que l'individu peut user, avec la philosophie des Lumières, user de son propre entendement. C'est bien ça. Tout à fait, ouais. Alors, et je Tout à voudrais fait. avoir votre avis. Est-il possible qu'avec une quelconque philosophie, une quelconque idéologie, on puisse s'émanciper et, et s'approprier notre propre entendement? C'est Est-il possible? Est-ce que c'est possible pour tout le monde? Voilà ma la question. question que vous posez là est fondamentale. Elle est fondamentale, cette question. Et c'est là qu'on voit la différence entre un homme de gauche, donc un homme
structuré par les Lumières et un homme enraciné, de droite. Moi, je me considère comme de droite car enraciné. La question que vous me posez est la suivante. Est-ce qu'on ne voit pas la réalité de façon déformée quand on utilise telle ou telle lunette idéologique? Eh bien, moi, je pense que non. Et je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'on ne peut voir on ne peut voir la réalité que si on a une paire de lunettes idéologiques. Je m'explique. Les Lumières nous disent ceci. Les Lumières nous disent toute trace du passé qu'il y a en vous sont une entrave au bon exercice de votre raison parce que ce sont des préjugés. Et donc, ça dit que quel que soit ce qui vous structure intellectuellement, si par exemple c'est le socialisme, si c'est l'écologie, le libéralisme, vous avez, à cause de vos idéologies de base, vous avez des préjugés qui vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Ce qui est très intéressant, c'est que les Lumières qui fêtent l'orgueil humain, en réalité, prennent l'humain pour un bébé. Puisqu'elles pensent que l'individu est incapable d'avoir du recul sur son idéologie. Attention, ce schéma existe chez certains, mais pas chez tous. Je m'explique. À côté de ça, nous avons la théorie de l'enracinement de Simone Veil. Et Simone Veil nous dit, pour vous enraciner et donc pour être réellement un être souverain, il faut vous structurer, vous enrichir des trésors du passé. Donc, d'un côté, nous avons les Lumières qui nous disent « Affranchissez-vous des trésors du passé, car ce sont des préjugés qui vont biaiser votre regard sur les choses. » Et à côté, vous avez Simone Veil qui nous dit « Enrichissez-vous des trésors du passé, et c'est comme ça que vous deviendrez une personnalité autonome et que vous pourrez vous faire votre propre opinion sur les choses. » Eh bien, moi, je suis Simone Veilien pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que c'était pas réfléchi de ma part quand je me suis formé, mais je me suis fait comme ça. Je me suis fait en m'enrichissant des trésors du passé. Et dans ma vie, très souvent, j'ai su revenir sur certaines de mes convictions, certaines de mes idées. Ce qui prouve que j'étais pas entêté et que je n'étais pas du tout, comment vous dire, j'avais aucune pesanteur imposée par des préjugés que j'aurais pu avoir du fait de ma formation. Pourquoi je vous disais cela? J'ai perdu le fil de ma pensée, Voilà, pardonnez-moi. par rapport, oui, Oui, voilà, je reviens. C'est que donc, en réalité, pour avoir cet entendement dont quand on parle, il ne faut pas s'affranchir de tout, il faut s'enrichir de tout, parce qu'un esprit n'est pas naturellement éveillé, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. On s'éveille à l'entendement. L'entendement, c'est pas en claquant des doigts. Il faut s'armer, si vous voulez. Voilà. Il faut armer son esprit. Si on n'arme pas son esprit, par définition, donc, il est désarmé et il peut être emporté, si vous voulez, pour le coup, par tous les préjugés ou par tout ce que, par exemple, les médias veulent nous imposer, etc. En revanche, quand notre esprit est armé par les trésors du passé, eh bien là, on peut se former de façon purement autonome son opinion, et là, on utilise véritablement notre entendement. Et j'ai envie de vous dire, en France aujourd'hui, nous avons la preuve de ce que je vous dis, parce que si le peuple français s'est fait à ce point lobotomiser, c'est parce qu'on a appliqué les Lumières, c'est parce qu'on lui a plus donné les moyens de se faire son propre opinion sur l'immigration, sur la mondialisation, sur l'Union européenne, sur l'insécurité, etc., etc., etc. J'espère que j'ai oui, 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 été intelligible, mais là donc on allait loin. on a supprimé l'histoire, on a supprimé le passé. Donc c'est pour ça que les gens sont lobotomisés, c'est ce que vous dites. Ils n'ont pas de structure, ils n'ont plus de structure intellectuelle, si vous voulez. Ah d'accord, ok. De toute manière, de façon plus large, un individu qui ne connaît pas l'histoire, on peut le balader dans tous les sens. On peut le balader dans tous les sens. Un individu qui n'est pas structuré par l'histoire n'est pas libre. Politiquement parlant, il n'est pas libre, et je vais être un petit peu méprisant et je m'excuse. Il est très facilement manipulable. Hélas. L'histoire, si vous voulez, c'est indispensable à tout individu qui veut avoir une intelligence politique.
C'est indispensable. Sans histoire, je serais un crétin. Et tout ce que j'ai réalisé, intellectuellement parlant, je le dois à l'histoire. Ah, très bien, vous me faites là plutôt la transition avec l'histoire. En quoi l'histoire t'a été utile? Euh, Tu dis sur un article, tu dis l'histoire, c'est la conscience. Un être privé de son histoire, il est privé de conscience, il est condamné à être tout le temps soumis. En quoi ça t'a C'est très aidé, simple. toi? Oui, oui, C'est que l'histoire, c'est le passé, par définition. oui. Donc l'histoire permet d'avoir de la perspective par rapport aux événements. Je m'explique. Si vous marchez dans la rue, si vous marchez dans la rue en regardant vos pieds, bah, vous n'allez pas voir venir les gens qui viennent vers vous, vous n'allez pas venir voir les obstacles, etc. Vous n'allez pas vous en sortir. En revanche, si vous levez la tête et que vous prenez de la perspective, là, vous voyez les gens et vous voyez les obstacles et il n'y aura pas de problème. L'histoire, c'est pareil. L'histoire, ça vous donne de la perspective par rapport au présent. Et là, j'ai des exemples très concrets. C'est que, concrètement, pourquoi, contrairement à beaucoup de gens, je ne fais pas que un constat des événements et je propose des portes de sortie. Parce que l'histoire m'a donné des précédents. Et j'ai vu dans l'histoire des précédents qui ont existé et je sais qu'on peut aller dans telle ou telle voie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc cette perspective, et donc du coup, je vais être un peu présomptueux, pardonnez-moi, cette intelligence politique, c'est l'histoire qui me l'a donnée. C'est l'histoire qui m'a donné la direction que j'emprunte actuellement. Ou en tout cas, elle m'a permis de l'apprendre. Elle m'a permis de l'apprendre. D'accord. Donc, s'il y a Oui. bien une chose que les gens qui nous écoutent doivent retenir, c'est que pas d'histoire égale stupidité politique. Voilà l'équation. D'accord. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer avec des exemples en quoi quelques faits historiques, par exemple, je sais pas, la Révolution française, le baptême de Saint-Louis, etc., t'ont permis de prendre conscience d'un fait, ou plutôt de choisir une posture par rapport aux circonstances actuelles. Il y a bien un fait quelque part qui t'inspire et Mais qui il y en a te... plusieurs. Oui. Mais déjà, faut comprendre plusieurs choses. C'est que euh, l'histoire d'un pays, c'est une longue chaîne. Donc, si on veut comprendre le maillon sur lequel on est actuellement, il faut comprendre quels sont les maillons qui l'ont précédé. Ouais. D'une part. Donc déjà, pour connaître son présent et pour comprendre son présent, il faut comprendre son passé. On ne comprend pas le présent si on ne comprend pas le passé si on ne sait pas d'où on vient, par définition. Ensuite, je vais donner un exemple très précis. Euh, Ma stratégie politique à moi, celle qui va me prendre, celle que je vais emprunter dans les années à venir, c'est de convertir une partie des élites françaises Mhm. à mes opinions, à mes idées politiques. D'accord. Dans le milieu qu'on va appeler dissident ou dans le camp national français, c'est quelque chose qui ne peut pas être entendu, qui est inaudible parce que les élites françaises, de fait, sont hostiles aux idées nationales et patriotes depuis maintenant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, vous diront d'aucuns. Or, on a des exemples historiques d'oligarchies qui ont retourné leur veste et qui, passez-moi l'expression, ont misé sur de nouveaux poulains. Et ce, parfois même, alors qu'elles ne partageaient pas ces opinions, si vous voulez. Donc moi, je veux qu'une partie des élites françaises roule avec moi, qu'elles partagent ou pas le fond de mes opinions. Et l'historien Baudelomeni explique très bien que c'est ce qui s'est passé dans les années 70 du 19e siècle, où il y a eu une cassure, si vous voulez, dans la bourgeoisie française, et une partie de la bourgeoisie française a fait alliance avec les socialistes qui n'avaient pas du tout la même doctrine et les mêmes intérêts qu'eux, et une autre partie de la bourgeoisie française a fait alliance avec des bonapartistes et des nationalistes qui n'avaient pas du tout, et les boulangistes, qui n'avaient pas la même doctrine et les mêmes intérêts qu'eux. Donc, l'échelle que j'emprunte aujourd'hui, elle m'a été donnée par l'histoire. Et sans l'histoire, elle ne me serait probablement pas venue à l'idée. D'accord. Et là, je vous cite ça, mais j'aurais pu vous citer bien d'autres choses. L'histoire permet de voir le présent, si vous voulez. D'ailleurs, il y a un conseil que je peux donner, parce que je pense que c'est aussi bon pour les Algériens que pour les Français.
D'accord. c'est de lire l'histoire de Rome. Il faut lire l'histoire de Rome parce qu'il y a tout dans l'histoire de Rome. Il y a les conflits entre le peuple et l'oligarchie, entre la plèbe et les patriciens, puis entre le parti populaire et la nobilitas. Il y a la question des coups d'État, il y a la question des complots, il y a la question des réseaux, il y a la question de la lutte des classes. Il y a tout dans l'histoire de Rome. Et l'histoire de Rome permet notamment de prendre beaucoup de perspectives sur notre réalité. Ah, d'accord. Et tu ne penses pas que à travers l'histoire, il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de bouleversements historiques et, et je peux te répondre, moi je vais choisir d'être adepte de la philosophie des Lumières, d'être républicain selon 1789 et de renier l'histoire monarchique. Donc, comment tu fais pour concilier les deux partis, ancien régime et nouveau régime? Comment tu fais pour les concilier Ah bah, ils sont politiquement? inconciliables, hein. Ah mais je vais être très clair, c'est qu'ils sont absolument inconciliables. De toute façon, c'est très simple. On ne peut pas concilier un principe et son contraire. C'est absolument inconciliable. On ne peut pas concilier le bon Dieu et le diable. Je veux dire, c'est absolument inconciliable. D'accord, mais c'est tout de même deux siècles de Après, l'histoire de France. ouais, de la République, moi j'aurais dit plutôt. Voilà. C'est 2 siècles de l'histoire du régime de la France. Du régime de la France. Mhm. Hélas. Et d'ailleurs, non, c'est pas 2 siècles, hein, parce que la République ne s'est réellement imposée en France qu'en 1875, il faut pas l'oublier, Ah, ça, hein. d'accord, Donc la d'accord, République a oui. à peine 120 ans. Et ceci posé, beaucoup de Français croient eux-mêmes que la monarchie est morte avec Louis XVI en 1793. N'oublions pas que la France a été une monarchie jusqu'à 1848. Alors de vous à moi, la monarchie de la Restauration et de la monarchie de Juillet, c'était la monarchie sans la monarchie, puisque c'était une monarchie qui était imbibée justement de l'idéologie des Lumières. Oui, oui, oui. Voilà. Mais bon, il y avait quand même un petit fond de tradition qui restait, en tout cas dans la Restauration. La monarchie de Juillet, en revanche, bon, c'était un petit peu le règne de la bourgeoisie, c'était même complètement le règne de la bourgeoisie. Euh, mais voilà, donc là, tout ça pour dire que la République ne s'est imposée qu'en 1875, et je tiens à le dire, Oui. elle s'est imposée à une voix près dans le vote au Parlement. Et elle s'est imposée parce que les orléanistes, enfin une partie des orléanistes ont trahi les royalistes légitimistes et se sont ralliés aux républicains. Ça a été une surprise, ça a été un hold-up, hein, le vote de la République en 1875. D'accord. Mhm. Eh ben, écoutez, on en a fini. Merci beaucoup, Adrien. Mais c'est moi, je suis ravi Voilà, d'avoir parlé à des étudiants algériens. Je savais pas que j'étais un petit peu suivi en Algérie pour tout vous confesser.